Papa de deux jeunes enfants, Alan Jadé, âgé de 34 ans, est un ancien formateur de l'UFSI de la Croix-Rouge. À ce jour chargé du pôle d'innovation, il use de son temps pour offrir aux étudiants les meilleurs outils numériques afin de parfaire leur apprentissage. Entre voyages, découvertes et projets en tout genre, il explique aujourd'hui, à cœurs ouverts, la manière dont il a vécu ses expériences et ce qu'il en ressort. Portrait d'un homme dont les rêves et les envies ne cessent de l'animer. Vous êtes depuis septembre 2022 chargé de l'étude en innovation pédagogique sur le pôle des innovations en Bretagne et Pays de la Loire. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, effectivement, mon poste concerne un travail autour de tout ce qui va concerner au sens large l'innovation pédagogique sur les différents sites que compte la Bretagne et les Pays de la Loire en institut de formation et en centre de formation professionnelle de la Croix-Rouge française. Donc en fait, je partage ce poste avec Julie Pastègue, qui est basée sur le site du Mans, et on travaille à faire en sorte d'insuffler une dynamique autour des outils innovants, d'innovation pédagogique auprès de nos collègues formateurs ou chargés de formation, de la direction, des managers, etc., dans l'intérêt des apprenants. Donc ces outils, on va plutôt être sur soit des outils numériques et digitaux, soit la gestion aussi de plateformes de formation, là où vous avez des formations en ligne où les étudiants retrouvent leur planning, etc. Et également tout ce qui va concerner la simulation en santé qu'on développe énormément dans tous les instituts de formation de Bretagne et Pays de la Loire. Mais également, ça va concerner, quand on parle d'innovation pédagogique, tout ce qui peut amener à parfaire l'apprentissage des étudiants à travers des outils. Ça peut être aussi des gamifications, des escape games, des choses comme ça qui vont agrémenter les stratégies pédagogiques des collègues formateurs pour faire en sorte que, de toute façon, ça, le seul et unique objectif, c'est de parfaire l'apprentissage des apprenants, quelles que soient les filières. Donc c'est un peu un gros travail, gros chantier, mais on a vraiment à cœur d'accompagner, c'est surtout donc les collègues formateurs pour utiliser des outils innovants. Un des projets qui vous tient à cœur, c'est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Comment, pour vous, on peut allier numérique et santé ? Alors ça, c'est une vraie grande question. Numérique et santé, ça pourrait être l'objet d'une discussion autour de l'intégration du numérique dans la santé, dans les soins d'une manière générale. Je sais qu'il y a un enseignement sur Brest qui est en co-construction à l'université autour de la numérique en santé, mais plutôt dans la formation des professionnels en santé, c'est primordial. Alors que ça soit l'innovation au sens large, et je reprends par exemple la simulation, qui est une technique pédagogique, une méthode pédagogique active qui a beaucoup son intérêt dans la formation des professionnels de santé, parce que c'est des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui date de 2012, qui stipule très bien que jamais la première fois sur le patient. C'est une nouvelle recommandation. Il faudrait éviter de faire des premiers soins, des premiers gestes la première fois sur le patient. C'est pour ça que du coup s'intègre depuis 2012 dans la plupart des instituts de formation, quelles que soient aussi les filières de formation sanitaire et sociale, l'intégration de plus en plus de pratiques simulées. Donc c'est pour ça qu'on se développe. On va pas dire qu'on avait du retard, parce que en plus sur le site de Brest il y a un centre de simulation, mais en tout cas on doit en développer dans tous les autres instituts. Et puis le numérique et la santé, vous savez tous, tous les étudiants en stage ont l'utilisation de dossiers patients informatisés, et donc il faut connaître et maîtriser l'outil. Et plus on est efficace avec l'utilisation d'un outil numérique, et plus aussi on gagne du temps, parce qu'on sait très bien que tout ce qui va être justement ces outils, ces ordinateurs, cette part administrative du métier d'infirmier notamment, elle est tellement énorme que si on arrive au moins à utiliser l'outil convenablement et facilement, c'est quand même mieux. On gagne du temps. Pensez-vous que le numérique peut être une solution à l'avenir à l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé ? Alors, oui. Alors, moi, je pense que effectivement, on est dans un monde où maintenant tout le monde est né avec un ordinateur, ou quasiment tout le monde est né à un moment donné dans un monde où il y a des ordinateurs, des outils digitaux, du numérique quasiment de façon quotidienne. Donc, c'est un outil maintenant qui est plus méconnu. Et donc, effectivement, dans les services de soins, par exemple, il y a de plus en plus d'outils numériques qui sont utilisés. Et on pourrait imaginer un jour, par exemple,
et ça déjà ça c'est fait, mais c'est que la part de travail, notamment je pense à l'infirmière et l'infirmier, de valider un certain nombre de soins soit numériquement faisable. Par exemple, il est plus qu'à aller cocher telle ou telle chose. Par exemple, je donne un exemple que j'ai vécu au Québec, par exemple, il y avait beaucoup de choses qui étaient informatisées, et on avait même carrément une machine qui nous délivrait les médicaments, avec une fois qu'ils nous reconnaissaient notre empreinte digitale, ils ouvraient le tiroir du médicament que l'on recherchait. Ça évite la marge d'erreur. Non, je pense que les outils numériques, pour répondre à votre question, les outils numériques peuvent effectivement faciliter on va dire le travail des soignants, si c'est un outil qui est bien pensé et bien fait. C'est toujours la même remarque. Parce que c'est vrai que si on rajoute des outils, si on rajoute plein d'outils, ce qui est le cas actuellement dans les services, il y a 15 logiciels différents, un pour commander la venue d'un brancardier, l'autre pour préparer les repas, l'autre le dossier de soins. Si on multiplie les outils, ça devient contre-productif. Mais sinon, non, je pense que effectivement, le numérique peut améliorer la prise en charge et la prise en soin des patients. Bien avant ce rôle de chargé d'études en formation, vous étiez un formateur très apprécié par les étudiants au sein de l'IFSI. Pourquoi ce changement soudain dans votre carrière? Bah ouais, c'est vrai que ça me manque, vous me manquez, hein, les étudiants me manquent beaucoup. C'est un changement parce que je suis devenu aussi moi à côté père de famille et que on y reviendra peut-être, mais c'est vrai que j'ai tendance à vouloir m'engager sans vraiment compter les heures. Le métier d'infirmier, contrairement à ce que beaucoup d'étudiants peuvent croire, parce que c'est la représentation qu'on peut avoir de métier d'infirmier, faut dire que vous nous croisez des fois avec une tasse de café à la main, donc on se dit mais alors ça doit être vraiment pépère le métier de formateur, et alors en fait c'est un métier qui est très exigeant, qui est très très prenant, et qui, lorsque l'on s'engage peut-être un peu trop, il devient envahissant. C'est-à-dire que quand on a le souci de porter toujours sa réflexion dans l'intérêt des apprenants, dans l'intérêt des étudiants, eh bien on se retrouve, comme moi j'ai eu l'occasion de le faire et ce n'est pas bien, à répondre le week-end, à envoyer des textos aux apprenants pour être sûr qu'ils aient bien fait, à aller chercher, etc. Donc quand on s'engage vraiment un peu trop, ça déborde sur sa vie privée. Et voilà, j'étais jeune père de famille, je suis de nouveau encore jeune père de famille. À un moment donné, j'ai passé mes week-ends à travailler, et voilà, je commençais à vraiment plus ressentir le plaisir que j'avais en tant que formateur par rapport à la charge de travail que ça imposait. Et dans le même temps, pour répondre complètement à la question, en 2020, suite au confinement, il a fallu se réorganiser, il a fallu s'adapter au contexte du distanciel notamment, et j'étais en charge de l'UE 1.3 S4, donc l'éthique, la déontologie et la législation. Et en fait, là où c'est peut-être une source d'angoisse pour les collègues formateurs, pour beaucoup en tout cas, moi je l'ai pris comme un challenge. Je me suis dit, on va essayer. C'est pas simple parce que c'est un enseignement de sciences humaines à digitaliser, c'est vraiment vraiment complexe, mais on va essayer. Allez, c'est un challenge, et j'ai tellement apprécié de devoir réfléchir à construire une stratégie dans le but de vous faire comprendre les notions d'éthique, de déontologie, de législation, tout ça en les rendant le plus sexy possible, parce que c'est pas la législation dans la formation infirmière, on se doute bien que c'est pas quelque chose qui est ultra apprécié, mais en même temps, c'était vraiment un challenge de se dire comment je vais pouvoir trouver une stratégie pour que je continue à capter l'attention sur ces contenus, qu'on arrive à atteindre les objectifs pédagogiques qu'on se fixe dans cette formation, tout ça à distance, et tout ça sur un enseignement qui est pas simple. Et en fait, ça m'a tellement fait plaisir que j'ai apprécié digitaliser des contenus de formation. Et j'ai été repéré pour ça, pour avoir digitalisé des contenus. Et donc, j'ai été référencé sur le site de Brest comme le référent e-learning, comme on dit. Et puis après, moi, j'ai une autre passion, c'est la simulation, que j'ai eu l'occasion d'en faire au Québec. Et j'avais envie de développer ça aussi. Et puis, je trouvais que les outils, nos apprenants, même si les apprenants sont de tranches d'âge assez différentes, globalement, vous êtes des jeunes apprenants, sur une tranche d'âge entre 18 et 25 ans. C'est pas avec un tableau noir et une craie qu'on va attirer votre attention, capter votre attention pour servir l'objectif pédagogique qui ne sert que votre apprentissage. Si on utilise ça, c'est bien, mais si on peut utiliser des outils, c'est mieux. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à utiliser des outils, à transférer des contenus de formation sur les plateformes de digitalisation, m'intéresser à la simulation. Et là, c'était incompatible avec le métier de formateur. Donc j'ai clairement fait le choix
de m'orienter plutôt vers ces fonctions support pour les collègues formateurs, quitte à laisser de côté un petit peu le face-à-face pédagogique, mais c'est pas simple. Justement, rien que dans vos cours, vous usiez déjà du numérique, comme vous le disiez, Ouais. notamment pour les unités d'enseignement sur les soins relationnels, par exemple. Oui. Donc pour vous, c'est vraiment un atout quand même dans l'apprentissage. Oui, honnêtement, clairement, c'est un atout. C'est un atout quand l'outil, on sait l'utiliser, on a compris la finalité et l'objectif de l'outil. Il n'y a aucun problème. C'est que du plus. C'est que du plus parce que je vous dis, le formateur, son leitmotiv, c'est d'accompagner, de vous accompagner, vous les étudiants, vers la professionnalisation, vers l'obtention de votre diplôme. On n'est ni derrière à vous pousser, ni devant à vous tirer. On est vraiment juste à côté de vous pour vous accompagner. On vous tient même pas la main, on est juste vraiment à vos côtés pour faire en sorte que tout ce que vous avez à apprendre soit appris. Alors après, il faut réfléchir à la manière dont vous allez devoir apprendre, la manière dont vous allez pouvoir retenir les choses, la manière dont on va pouvoir capter votre attention. Parce que ça aussi, on sait que l'attention le temps disponible d'attention est diminué. Alors il faut savoir varier les supports. Il faut savoir varier le rythme. Il faut savoir proposer une vidéo, puis proposer un outil, puis proposer un questionnaire, sortez vos téléphones, répondez au quiz, on repart sur autre chose. Il faut être dynamique. Le cours magistral de 2, 3 heures, 6 heures, assis à écouter un intervenant sur un tableau à craie, ça fonctionne. Je ne critique pas cette méthode, ça fonctionne, mais c'est peu performant pour bien accompagner l'étudiant. Donc ouais, j'ai eu l'occasion d'utiliser des outils parce que j'ai vite compris que lorsque j'avais le plaisir d'être face à vous et de vous animer, mon seul intérêt, c'était pas de me donner en spectacle ou de faire le Mario avec mes mains, parce que je m'utilise mes mains. En fait, c'est difficile pour vous les étudiants de comprendre ce qui se passe quand on est formateur. On est face à une centaine de personnes dont l'objectif, c'est que vous compreniez à la fin de la séance ce qui doit être compris. L'objectif de la séance doit être atteint. Et pour ça, on mouille la chemise, mais vraiment, littéralement d'ailleurs, des fois, on mouille la chemise pour capter l'attention parce qu'on sait qu'à un moment donné, le fond de la salle va commencer à discuter. Donc on se rapproche du fond de la salle, on change le rythme, on se déplace, on capte l'attention. Là, c'est perdu, je le reprends pour essayer vraiment de capter l'attention au maximum d'un plus grand nombre pour que l'objectif pédagogique soit atteint, pour mieux vous accompagner. Et des fois, ce changement de rythme, ce changement d'interaction et d'animation, ça passe par l'utilisation d'outils. Donc ouais, j'avais utilisé des outils, on avait fait de la simulation en 4.2, on avait fait pas mal de numérique en 1.3 aussi, donc ouais. C'est un plaisir. Et je pense que ça a été efficace, en tout cas, que ce soit à travers les évaluations ou les retours que j'en ai eu, les étudiants étaient satisfaits. Donc c'est ça aussi, l'impression d'avoir bien fait son travail. Est-ce que ça ne vous manque pas trop, ce rapport direct que vous aviez avec les apprenants? Si. Alors après, j'ai négocié avec ma hiérarchie pour garder justement ce face-à-face. Sinon, je serais qu'un service support à temps plein au service des collègues formateurs sur la Bretagne et les Pays de la Loire. Mais j'ai demandé à 80% de mon temps de travail à ça et 20% gardé pour la formation en gestion d'urgence. Parce que ça me manque cruellement. En fait, on est j'ai exercé en tant qu'infirmier. J'en ai rencontré des étudiants infirmiers, mais j'en ai rencontré aussi des professionnels, des aides-soignants, des infirmiers, tout corps de métier dans les services de soins. Et en fait, quand on devient formateur, on est animé par une espèce d'envie de ça. Enfin, on est comme habité par. Je sais ce que serait, même si ça ne veut rien dire, un bon infirmier, mais ce que doit être un infirmier efficace, un infirmier humain, un infirmier qui aime son travail et qui le fait bien, d'une certaine manière. Et en fait, du coup, le face-à-face pédagogique, c'est cette relation que l'on a avec les apprenants, en vous regardant droit dans les yeux, presque un par un sur 100, pourtant c'est compliqué, mais on essaie de capter le regard de chacun, et c'est à travers le retour que vous nous faites du regard. S'il y a un silence et que vous nous regardez avec des yeux, on sent bien que vous captez cette attention. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est un plaisir. C'est pas un plaisir égocentré, c'est un plaisir d'atteindre un objectif en tant que formateur. Vraiment, comme je le disais tout à l'heure, là, on est à vos côtés, on vous accompagne, on sert un objectif pédagogique, on est en train de vous former, là vous captez votre attention. Et c'est rien qu'avec ce face-à-face pédagogique que ça marche. En dehors, ça... moi je pense, avec mes nouvelles missions, servir la formation et vous les apprenants, indirectement en formant les collègues formateurs,
mais j'ai pas ce retour, j'ai pas ce regard que je peux avoir quand je l'avais. Donc oui, ouais, non, c'est vrai que le face-à-face pédagogiquement, mais heureusement que j'ai la FGSU de temps en temps pour pouvoir avoir encore du contact et des face-à-face. Justement, la formation en gestes et soins d'urgence, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment sur votre rôle? Alors, on est quelques-uns formés ici à l'Institut, donc en fait, on dit qu'on est habilité à la formation en gestes et soins d'urgence, puisque c'est une formation de formateur pour être habilité à la formation en gestes et soins d'urgence, qui est organisée par le Centre d'enseignement des soins d'urgence, le CESU 29, qui est une entité du SAMU 29, qui forme donc les formateurs à ceux qui vont dispenser les fameuses attestations de formation en gestes et soins d'urgence, les AFGSU. Alors, il y a deux niveaux d'AFGSU. Il y a la FGSU de niveau 1 qui est à destination des personnes qui travaillent dans les établissements de santé, mais qui ne sont pas dits soignants. Alors, concrètement, c'est ceux qui ne sont pas inscrits au livre 4 du Code de santé publique. Voilà, on va par exemple retrouver ceux qui travaillent dans les secrétariats, le poste administratif, dans les cafétérias, etc., etc. Et puis la FGSU de niveau 2 qui correspond à la formation que l'on donne aux soignants, que ce soit médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, chirurgiens dentistes, psychologues, etc., etc. Ceux qui sont considérés comme soignants. Et donc, c'est une formation qui dure 3 jours. 2 jours pour la FGSU 1, 3 jours pour la FGSU 2. Donc la FGSU 2, on le dispense ici. Et donc, c'est une formation qui dure 3 jours et qui est valable 4 ans. Et qui est obligatoire pour la diplomation des étudiants. Pour avoir votre diplôme d'État, il vous faut avoir obtenu la FGSU. À la Croix-Rouge française, sur le site de Brest, on a fait le choix de vous former en première année, puis de faire un maintien de compétences en dernière année. C'est-à-dire ce qu'on appelle en recyclage ou une réactualisation de connaissances d'une journée. Et d'ailleurs, on le fait en simulation. Vous y êtes passé, je me souviens bien. Et du coup, on passe une journée de façon à ce que, une fois que vous êtes diplômé, vous avez 4 ans de validité de diplôme. On est quelques-uns formés, peut-être pas assez nombreux. On va continuer à former d'autres formateurs à être habilités à faire ces formations qui durent quand même 1 an, la formation, pour être habilité à vous former là-dessus. Et c'est mon 20% de temps qui me rapproche de tous les étudiants, de tous les apprenants, et c'est 20% très agréable. Encore en 2015, vous vouliez parcourir le monde. Cela vous a notamment permis de travailler au Québec, en Nouvelle-Calédonie, toujours ou en grande majorité en tout cas dans le domaine des urgences. Oui. Que retenez-vous de ces expériences? Voilà, plein de choses. Alors, parcourir le monde, c'est vrai que j'aurais bien voulu. C'est sûr que quand on n'a pas d'enfant, que sa conjointe est infirmière, c'est évident qu'on se dit qu'on a la possibilité de bouger, alors bougeons. Et on a été en Nouvelle-Calédonie. C'est une très belle expérience de travailler, notamment. Alors c'est un pays d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie, et qui a une population très très variée avec des cultures extrêmement différentes. Et ça déjà, c'est déjà une forme de richesse. Quand on commence son expérience professionnelle par découvrir un fonctionnement différent en termes de culture et notamment de la culture dans le soin, ça casse tout de suite toutes les idées préconçues qu'on a eues pendant notre formation. On nous forme sur un modèle, voilà, j'ai rien à dire contre la formation infirmière, mais on nous forme à une culture qu'on retrouve en stage, une culture occidentale, etc. Et donc, quand on commence sa carrière dans une culture, notamment mélanésienne, pour le peuple qui est originaire de l'île de Nouvelle-Calédonie, on a des codes différents. Et du coup, c'est très amusant de commencer son métier par déconstruire tout ce qu'on a construit en termes de rapport humain dans le soin. Donc ça, c'est passionnant. Et ça déstabilise un peu, mais c'était passionnant. On avait vraiment vécu. Puis alors, attendez, je vais être honnête, vivre sur une île paradisiaque, c'est la plus grande barrière de corail du monde. Vous bossiez 4 jours, vous alliez à la plage, c'était un décor de rêve, en plus d'un boulot passionnant, parce qu'on a travaillé on a fait des évacuations sanitaires aériennes, donc on faisait des rapatriements de patients par avion jusqu'aux hôpitaux de Sydney. Et c'est vrai que c'était plutôt agréable, parce que quand on transférait un patient à Sydney, on n'avait que le vol retour que le lendemain, donc on avait la nuit d'hôtel payée à Sydney, et puis on pouvait aller au restaurant à Sydney. C'était trop bien, c'était comme des vacances, tout en travaillant, donc c'était juste parfait. Et puis le Québec, je suis allé aussi au Québec, effectivement, où là j'ai été infirmier clinicien. Alors vraiment, ça pour le coup, l'expérience au Québec, c'est véritablement, je dirais,
le meilleur endroit au monde pour exercer en tant qu'infirmier. Parce que ils ont, et c'est pas peu de le dire, ils ont au moins une dizaine d'années d'avance sur nous, sur la philosophie du soin, sur l'approche aux patients, et sur même le rôle de l'infirmier. Là-bas, l'infirmier, il est là pour recueillir toutes les données cliniques du patient et contribuer à sa prise en charge avec toute une équipe. C'est vraiment, on est tous ensemble à travailler, du médecin à l'infirmier auxiliaire, à l'infirmier clinicien. On est tous ensemble et on est très nombreux à travailler dans le seul intérêt, c'est celui du patient. Voilà. Donc c'est vraiment ultra passionnant. Les approches sont très différentes, les techniques de soins sont différentes, les responsabilités sont différentes. On apprend énormément de choses, on se forme vraiment tout le temps et c'est vraiment passionnant. De ces expériences, est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué, dont vous vous souvenez là actuellement? Alors en Calédonie, j'avais un souvenir d'un rapatriement justement à Sydney et ça s'est pas très bien passé pendant le vol parce que en fait soit on volait sur vol commercial pour les patients stables, soit il y avait un jet privé qui était où on allongeait le patient et le jet était affrété pour le service médical et le vol dure 4 heures, ça se passe bien, on atterrit, ça se passe plus très bien, la patiente ne va pas très bien et en fait ça s'est passé très vite, donc on est accompagné d'un médecin quand c'était un vol d'urgence et donc on arrive, nous voilà sur le tarmac dans une ambulance de paramédics australiens. Et en fait, j'avais peut-être, je devais avoir 22 ans, 23 ans, et tout allait très vite, et j'avais l'impression de pas sortir de mon corps, mais j'avais l'impression de me dire, mais qu'est-ce que je fous là? Parce que vous imaginez, les sirènes des ambulances sont différentes, on traverse des allées avec des buildings partout, donc ça fait oui, et nous, là, je suis en train d'aider à techniquer la patiente avec le médecin, et je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans une ambulance? J'avais l'impression d'être aux États-Unis. Je comprenais pas où j'étais. C'était pas censé se passer comme ça. Mais c'est vraiment un souvenir en rentrant de cette intervention, de me dire c'est quoi le métier de dingue que je suis en train de faire et la chance que j'ai. Ça, c'est un souvenir qui me revient quand je parle de la Nouvelle-Calédonie, mais j'en ai vraiment plein d'autres parce que il y a vraiment des belles expériences humaines et de soins. Au Québec, je pourrais vous en parler pendant des heures. J'en ai plein. J'ai pas une qui vient tout de suite en tête. C'est vraiment c'est une ambiance générale où on a le plaisir de venir travailler. C'est incroyable là-bas. Les gens c'est pas une légende. Les Québécois sont une population accueillante, chaleureuse, joviale et même les patients qui souffrent ont quand même le sourire. Donc je sais pas, il y a une vraie, en plus, c'est mine de rien, on fait pas ce métier pour ça. Tous les étudiants là vont comprendre ce que je veux dire. On fait pas le métier pour avoir une reconnaissance ni sociale, ni salariale et autres. Mais là-bas, c'est le cas. Là-bas, l'infirmier, il est reconnu par les patients, il est reconnu par les professionnels, il est reconnu par son salaire, il est reconnu. Et du coup, le fait d'avoir cette reconnaissance, ça fait du bien. Ça fait du bien de pas être ni pris pour un tâcheron, ni pris pour, pardon d'expression, mais de la merde. On est vraiment pris pour être un infirmier qui est là, c'était vraiment un très bon souvenir que j'en ai. Professionnellement, c'est un de mes meilleurs, mais j'ai pas d'exemple précis en tête, ou du moins, si je me mets à creuser, je vais en avoir trop pour rentrer ça, je pense. En tout cas, que diriez-vous à ces jeunes diplômés qui hésitent à réaliser leurs projets, leurs rêves? Foncez, et surtout si vous n'avez pas d'enfants, ou du moins que, je dis pas, le fait d'avoir des enfants n'empêche pas de bouger, c'est une évidence, c'est plus compliqué. Donc si vous êtes en couple avec quelqu'un qui a la possibilité de bouger, parce que ça aussi c'est une donnée qu'il faut prendre en compte, foncez. Quitte à sortir avec une infirmière ou un infirmier, faut y aller, faut foncer. Non, mais si vous avez des rêves, si vous avez des envies, notamment de voyage, de découvrir le monde, le métier d'infirmier, on a cette chance énorme que ce métier nous le permet. Si vous avez envie si vous en avez marre de l'hôpital, vous pouvez aller travailler en libéral. Si vous en avez marre du libéral, vous pouvez rentrer dans l'armée. Vous pouvez travailler dans une école, vous pouvez travailler dans une compagnie d'assurance, sur un paquebot, dans des avions. On a une chance incroyable. C'est ça qu'il faut comprendre quand on est étudiant infirmier. C'est ça qui nous donne envie de s'accrocher quand on fait ses études. C'est qu'une fois le diplôme en poche, et pour peu qu'on a vraiment de la considération pour son métier,
c'est que du bonheur. Vous pouvez faire à peu de choses près, presque quasiment tout ce que vous voulez. Donc vos envies, vos rêves, si vous avez des envies et des rêves à réaliser, faites-le, foncez. Rien n'empêche, il n'y a pas d'ordre à établir, ça c'est important. C'est pas parce que vous voulez, à la fin de votre diplôme, vous établir sur Brest, aller travailler au CHU, attendre d'être titularisé et travailler dans le même service toute une carrière, c'est très bien aussi. À un moment donné, peut-être que ce sera plus tard, à la retraite, qu'il faudra aller voyager, découvrir le monde, etc. Mais dites-vous toujours que, en tant qu'infirmier ou infirmière, il faut pas avoir le sentiment de se trouver bloqué. Il faut pas avoir le sentiment d'être lassé. Si à un moment donné dans son travail, on a une perte d'envie, une perte de motivation, si dans son travail, les patients me saoulent, les équipes me gavent, c'est là qu'il est grand temps de se dire je fais autre chose. Si vous avez encore votre métier, si vous avez encore du sens à donner à votre métier d'infirmier, il y a tellement de possibilités pour l'exercer en tant qu'infirmier, dans différents domaines. Mais surtout, si vous en arrivez à ce stade-là d'avoir une perte d'envie, changez. C'est la grande chance qu'on a dans notre métier, c'est qu'on n'est pas obligé de rester croché quelque part. On peut changer, on peut bouger. Donc faites-le. Réalisez vos rêves, comme on dit. Vous vous définissez comme étant quelqu'un de perfectionniste, trop engagé, voire même maniaque. De quelle manière le sens de l'engagement est important pour vous? C'est vrai que faut voir mon bureau. J'essaie toujours de bien le ranger, contrairement à d'autres collègues. Mais bon, ça c'est ma conjointe. Vous pourrez l'interviewer si vous voulez pour avoir tous mes défauts et ça c'est qu'une petite partie. Mais non, l'engagement, c'est vrai que quand on aime son boulot, on s'engage. Et c'est pas compliqué. Et c'est pas finalement dans un premier temps, c'est pas un effort surhumain. C'est pas une charge mentale insupportable que quand on aime son métier, on s'engage. Quand je suis arrivé en tant qu'infirmier, j'avais qu'une envie, c'est qu'une patiente, parce que j'ai beaucoup travaillé aux urgences, donc on avait beaucoup de douleurs notamment à traiter. Mon objectif c'était de courir partout. J'avais des collègues qui allez pas courir à ce rythme-là, genre mon dos cassé. Oui, c'est sûr, mais quand on est jeune et qu'on a la petite, qu'on a envie de s'engager parce qu'on adore son métier, l'engagement c'est ça, c'est j'y vais, je croise une dame, je lui donne des nouvelles, je croise un autre brancard, ça va dans tous les sens. Ah, elle a encore mal cette dame, je vais revoir le médecin, je vais insister. En fait, s'engager en tant qu'infirmier, s'engager, c'est vraiment alors faut pas s'oublier, mais faut tout faire pour bien prendre soin de l'autre. Mais c'est vrai que c'est important, je l'ai souligné parce que faut pas s'oublier. Et c'est là le risque. C'est pour ça que c'est un défaut que vous avez souligné, parce que le trop d'engagement, des fois on a tendance à s'oublier. Mais c'est pas purement qu'une démarche altruiste, c'est simplement qu'on se retrouve à tellement submergé par l'envie et dans l'intérêt du patient quand on est infirmier, ou dans l'intérêt de l'apprenant, d'étudiant quand on est formateur, ou dans l'intérêt de l'institution quand on est en fonction support comme maintenant. En fait, dans l'intérêt d'eux, on se désintéresse de soi-même, et c'est là que ça devient dangereux. Donc il faut toujours avoir un garde-fou. Souvent, c'est sa famille qui est le premier garde-fou. Ça peut être ses amis qui viennent nous dire Molo là, Molo tu t'épuises, tu t'engages trop. Et il faut trouver juste, simplement, c'est la question de l'engagement, pour bien répondre à votre question, c'est juste une question d'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre soi-même, ce qu'on veut donner aux autres et ce qu'on a la possibilité de donner. Fidèle à la Croix-Rouge et à ses valeurs depuis déjà quelques années maintenant, seriez-vous tout de même capable de retourner dans les soins si l'occasion se présentait? Alors c'est vrai que fidèle à la Croix-Rouge, ça fait 18 ans que je suis à la Croix-Rouge. Alors ça fait que 3 ans que je suis dans l'institution en tant que salarié, mais je connais l'institution depuis que j'ai 16 ans, parce que je m'étais engagé en tant que bénévole. Je connais bien la Croix-Rouge, et surtout je me reconnais dans ses principes, les 7 grands principes de la Croix-Rouge. Alors je vais essayer de les retenir. Alors il y avait l'humanité, l'unité, l'universalité, l'impartialité, l'indépendance, la neutralité et le volontariat. Voilà, c'est une des premières fois que j'arrive à les dire dans l'ordre. Et ben ces principes-là, en fait, moi je me reconnais dedans, et c'est pour ça que je me suis engagé quand j'étais jeune en tant que secouriste bénévole, et c'est comme ça que je me suis engagé et que je suis encore plus satisfait d'y être salarié. Après, la question que vous posiez, c'était de... Seriez-vous tout de même capable de retourner dans les soins si l'occasion se présentait? Alors, honnêtement, capable, oui. Capable, je pense que je serais encore capable.
Et peut-être même, avec du recul, j'en discutais avec ma conjointe, que étant passé formateur, je me sentirais encore plus capable de retourner dans une structure de soins. J'aurais même aussi presque l'envie d'y retourner, parce que en vous formant sur plein de sujets, j'ai dû me former aussi un minimum avant, pas raconter des conneries non plus. Donc du coup, en se documentant, en allant vraiment beaucoup plus loin que quand j'avais été étudiant sur par exemple sur les notions d'éthique, de déontologie, de législation, j'avais probablement comme beaucoup survolé cette question quand j'étais étudiant. M'y intéressais de loin quand j'étais infirmier, mais là, quand il a fallu prendre cette responsabilité d'enseignement, j'ai dit ah oui non, il voilà vraiment que je creuse le sujet. Et je m'y suis passionné, et du coup, je n'ai qu'une envie, pour l'instant qu'une frustration, c'est de ne pas pouvoir la mettre en application concrètement dans un contexte de soins. Donc oui, je me sentirais capable, encore plus capable qu'avant. De là à dire si j'en ai l'envie, c'est une réflexion à porter parce que les conditions de travail des soignants sont très difficiles en ce moment. Et que c'est pas simple de retourner, je pense, dans un contexte compliqué en tant que professionnel. Enfin, le Québec m'appelle pour me dire d'y retourner. J'y réfléchis franchement sérieusement. Mais non, j'adore mon boulot. Je retournerai bien, mais j'aime trop là la Croix-Rouge et mon boulot pour avoir envie d'y retourner. Par contre, c'est un projet que j'ai, c'est pas exclu vu que ça me manque. Le soin me manque, le rapport au patient me manque. Je pense que progressivement, dans les 2-3 ans à venir, je vais essayer de stabiliser les projets qui sont en cours dans le pôle d'innovation, bien faire lancer la machine de l'innovation, pourquoi pas réduire mon temps de travail et intégrer les pompiers, ça serait un objectif d'intégrer les infirmiers pompiers pour garder aussi la technique, la main, la relation patient. Ouais, ça manque. Donc ouais, je serais capable, j'aurais envie, mais j'ai pas le temps. Eh bien, on vous remercie, Monsieur Jadet, d'avoir répondu à nos questions. Merci.